Bonjour, aujourd'hui je reçois Nathalie Zamateo. Bonjour Nathalie. Bonjour Daniel. Alors Nathalie, vous êtes docteur ès sciences, vous avez un doctorat en recherche universitaire. Vous avez travaillé sur l'ADN, vous avez écrit 2 livres, l'impact des émotions sur l'ADN et l'impact du comportement sur l'ADN qui a été coécrit avec Marie Botman. Aujourd'hui, vous êtes thérapeute en psycho-émotionnel, donc un long parcours professionnel, d'un côté le côté scientifique dans la recherche et aujourd'hui peut-être un accompagnement différent. Déjà, Nathalie, qu'est-ce qui explique ce pont, cette passerelle entre ces deux activités qui sont, même si elles sont différentes, elles peuvent être complémentaires? Oui, à un moment donné de mon parcours professionnel, j'ai été confrontée à des problèmes de santé. Donc chez moi, c'était des migraines chroniques qui me mettaient en incapacité de travail à peu près 6 jours par mois. Et donc, j'ai cherché des réponses. Et donc, j'ai consulté pas mal de thérapeutes. Bien sûr, j'ai d'abord consulté un neurologue qui a bien diagnostiqué des migraines. Et le traitement médicamenteux ne me convenait pas. Donc, j'ai cherché des réponses ailleurs. Et c'est vraiment en faisant un travail holistique avec différents praticiens que peu à peu, je suis sortie de mes problèmes de santé. Et donc, c'est suite à ça que j'ai aussi l'idée d'écrire 2 livres. Enfin, d'abord le premier, en 2014, l'impact des émotions sur l'ADN, pour un petit peu partager mon parcours. Et puis, j'ai commencé à me former à différentes pratiques thérapeutiques, dont l'hypnose, pour justement accompagner des personnes qui sont confrontées à des problématiques découlant d'un stress et en particulier le stress chronique. Et donc aujourd'hui, effectivement, depuis 2017, j'exerce à temps plein en tant que thérapeute et je passe mon temps, la plupart de mon temps, à cette pratique thérapeutique et puis occasionnellement, je donne des conférences ou des interviews comme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le sujet principal, c'est l'impact des émotions sur notre ADN. Déjà en référence à votre livre, mais aussi parce que c'est un sujet qui nous intéresse tous au niveau de notre santé, au niveau de notre bien-être, dans notre mieux-être. Hein. Ce sont des termes qui sont de plus en plus employés aujourd'hui. Moi, j'ai une première question. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire ADN? Qu'est-ce que c'est l'ADN? Alors, l'ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. C'est le support de l'hérédité. Hein, donc, c'est une molécule très longue qu'on retrouve dans chacune des cellules de notre corps et dans le noyau de nos cellules. Et l'ADN va rester toute notre vie à l'intérieur du noyau, il n'en sort pas. Donc, c'est le support de l'hérédité et il est organisé sous forme de chromosomes. Et donc, chez l'homme, nous avons 23 paires de chromosomes qui sont en fait une forme compactée de l'ADN et ils comportent je dirais les unités fonctionnelles de l'ADN, ça s'appelle les gènes. Et les gènes, eux, ils ne savent pas se réguler tout seuls. En fait, ils dépendent de l'environnement pour être régulés. Et ce qu'on appelle l'expression des gènes, ça va être ce qui va au départ d'un gène, donc cette unité fonctionnelle de l'ADN, donner lieu à la synthèse des protéines qui sont les véritables acteurs de nos cellules. Alors l'ADN, c'est vraiment une molécule très très longue. Si elle était étirée dans une seule de nos cellules, ça ferait 2 mètres de long. Hein, donc c'est 3,5 milliards de ce qu'on appelle des bases nucléotidiques. Donc c'est un petit peu c'est ce qu'on appelle c'est une séquence qui est constituée de 4 lettres. Hein. Donc on a l'adénine, on a la thymine, on a la cytosine et la guanine. Et c'est vraiment ce qui caractérise chaque être humain. Donc la cellule et le noyau des cellules comportent cet ADN. Et chaque séquence est vraiment unique pour chaque être humain. Et donc, c'est très très long. Donc, si on étirait cette séquence dans une de nos cellules, ça fait 2 mètres de long. Alors, pour tenir dans un minuscule noyau de nos cellules, qui fait vraiment très très petit, quelques micromètres, donc un micron c'est 10 exposant moins 6 mètres, c'est important que ce soit compacté. Et donc, les chromosomes permettent de compacter toute cette information.
Alors, ça permet de gagner de la place, mais on en reparlera tout à l'heure. Pour accéder aux gènes, il va falloir pouvoir faire de la place et faire en sorte que la séquence du gène soit facilement accessible. Donc, quand vous dites faire de la place, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire faire de la place dans ce cas de figure? L'ADN, en fait, l'ADN est entouré de protéines qui permettent sa compaction. Donc, il n'est pas nu dans le noyau. Et donc, on appelle ces protéines les protéines histones. Et donc, en fait, c'est vraiment comme super compacté, comme des bobines de fil, en fait, qui sont super enroulées. Et donc, pour qu'un gène puisse s'exprimer, être copié, bon, il est d'abord copié en ARN messager et puis traduit. Donc, cet ARN messager est traduit en protéines. Il faut qu'on puisse finalement dérouler ces protéines et accéder à la séquence du gène, sans quoi le gène, lui, va rester silencieux. Hein. D'accord. Et en fait, là, quand on parle de l'impact des émotions sur l'ADN, c'est-à-dire de quelle manière nos émotions elles peuvent impacter cet ADN, puisqu'il est compacté, il est protégé. On a l'impression qu'il a sa petite armure, si je peux définir ainsi. Donc, de quelle manière nos émotions, qui sont quand même des réactions par rapport à des situations données, et pourquoi? Voilà, de quelle manière et pourquoi ça impacte? Alors, l'impact ne va pas toucher la séquence en tant que telle de l'ADN, ça veut dire l'ordre de ces fameuses bases nucléotidiques. L'impact va plutôt être en surface de l'ADN. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Hein. Donc, c'est le sujet de ce livre. L'épigénétique, pour être simple, c'est l'impact de l'environnement sur l'expression des gènes. Et donc, en fait, ce sont des modifications qui vont être plutôt en surface de l'ADN, sur les protéines qui l'entourent, ou bien directement fixées sur les bases de l'ADN, et qui vont influencer l'accès aux gènes. On peut vraiment voir ça comme des interrupteurs hein, sur l'ADN qui vont soit permettre d'accéder aux gènes, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être copié en ARN messager et ensuite l'ARN traduit en protéines. Donc les protéines qui sont vraiment les acteurs de notre corps, qui font vivre notre corps. Et puis, si on ne sait pas accéder aux gènes, eh bien, c'est comme si le gène était complètement silencieux. Il ne va pas pouvoir donner lieu à la formation d'une protéine. Donc, prenons l'exemple d'une peur, puisqu'on parle de l'impact des émotions sur l'ADN. Prenons un exemple concret. Donc, si je viens d'échapper à un accident de voiture, eh bien, c'est en fait la réponse au stress qui va se déclencher dans mon corps. Et la peur, c'est vraiment l'émotion qui est en relation avec attention, voilà ce qui a pu arriver. Alors, la réponse au stress, elle est déclenchée dans notre cerveau et elle aboutit par la sécrétion de protéines spécialisées que sont les hormones de stress par les glandes qui sont juste au-dessus des reins qu'on appelle les surrénales. Et donc, on a bien un message qui vient de l'extérieur qui va faire en sorte que notre corps va être mobilisé pour agir face à une menace qui est bien perçue dans notre environnement. Ça va déclencher la peur. Et les hormones de stress, qui sont principalement l'adrénaline et le cortisol, vont être sécrétées par nos surrénales. Et le rôle à ces hormones de stress, c'est vraiment de mobiliser tout notre corps pour qu'on puisse agir. Et notamment le cortisol, c'est une hormone qui fait en sorte qu'on ait suffisamment de glucose dans notre sang, donc le glucose qui est notre carburant, hein, pour pouvoir agir. Donc on ait du carburant pour nos muscles pour pouvoir agir. Donc, les gènes vont être activés, autrement dit, ils vont être accessibles. Donc, les gènes qui sont impliqués ici dans la réponse au stress. Donc, ça va permettre de fabriquer toutes les protéines qui vont permettre de répondre à cette menace. Et une fois que le danger sera écarté, bon, j'ai pu échapper à cet accident de voiture, mon organisme va pouvoir ensuite revenir à un état de repos. Et là, il y a d'autres protéines qui vont intervenir pour faire en sorte que la sécrétion des hormones de stress s'arrête et que je puisse vraiment avoir une information que j'ai retrouvé une sécurité interne. Et donc là, à ce moment-là, il y a vraiment un retour de l'organisme à un état de calme, de repos, et on sort de la réponse au stress. Donc ça, c'est juste un exemple.
Donc, quand j'entends la réponse au stress, il y a des personnes qui peuvent être face à, on va prendre l'exemple de l'accident, comme vous l'avez soulevé, qui peuvent être dans une absence de réaction aussi. Donc, quelle est la cause de cette absence de réaction? Est-ce que c'est déjà une empreinte dans l'ADN sur le côté cellulaire, sur le côté générationnel ou sur le côté de l'empreinte immédiate? Ou est-ce que c'est autre chose? Le fait qu'il n'y ait pas de réaction. Alors donc on peut effectivement, bon ça reste la dernière stratégie, si on n'a pas la possibilité d'agir par la fuite ou le combat, on peut s'immobiliser, hein, donc ça reste une stratégie de survie qui peut effectivement laisser des traces dans notre corps. Donc c'est un peu comme si l'événement restait vraiment figé dans le temps, tout simplement parce que sur le moment même, on n'avait pas pu trouver des ressources pour agir. Et donc, c'est un petit peu, c'est la sidération, hein. Donc, alors, il peut y avoir évidemment dans l'accompagnement de cela des changements dans l'expression des gènes qui vont faire en sorte qu'on va être aussi moins bien outillé, équipé pour faire face à cette situation. Si par exemple, j'avais déjà été victime d'un accident de voiture auparavant et que ici, je suis de nouveau confrontée à un accident de voiture, il y a déjà eu une empreinte, une trace précédemment, et donc peut-être que certains gènes qui sont impliqués dans la réponse au stress avaient déjà vu leur expression être modifiée lors du premier accident. Et donc ici, deuxième fois que ça arrive, c'est un peu comme si je ne pouvais pas accéder à toutes mes ressources. Et donc, on peut très bien, et ça c'est connu, hein, donc il y a des études qui montrent aujourd'hui que certains traumatismes, même certains traumatismes transgénérationnels, peuvent se transmettre à la descendance et modifier l'expression de certains gènes impliqués dans la réponse au stress. Et il y en a notamment qui a été vraiment bien étudié. C'est un gène qui intervient dans la régulation du cortisol dont on a déjà parlé. C'est un récepteur qu'on appelle le récepteur au cortisol et qui fait en sorte qu'une fois qu'on est sorti d'une situation de danger, de stress, ce récepteur au cortisol va vraiment permettre de faire baisser le taux de cortisol dans le sang et de revenir à un état de sécurité, de repos. Des personnes qui ont vécu des traumatismes répétés, dans l'enfance notamment, eh bien, ils peuvent vraiment voir ce gène s'exprimer beaucoup moins bien. Et donc, il y a vraiment des marques qui vont se mettre au niveau de l'ADN et qui vont faire en sorte que si ces marques sont très présentes sur l'ADN, ce sont des méthylations, donc c'est des groupements chimiques particuliers, eh bien, ce gène ne va pas pouvoir s'exprimer aussi bien que chez une personne qui n'aurait pas vécu ces événements. Et donc, les empreintes, je dirais, du stress vont faire en sorte que face à une situation de danger, je vais être moins bien équipée pour faire face à cette situation. Et donc, ce qui veut dire que si ce gène est moins bien exprimé, le cortisol va persister beaucoup plus longtemps dans le corps. Et on sait que quand le cortisol persiste dans le corps sans être régulé, eh bien, ça peut avoir des effets secondaires sur notre santé. Ça peut vraiment donc faire en sorte qu'on va rester dans un état de stress un petit peu permanent sans avoir vraiment cette sensation de revenir à un état de repos et de sécurité. Et donc, qui peut faire en sorte que face à un accident qui arrive à nouveau, je peux très bien ne pas avoir les ressources pour agir et donc une partie de moi va rester dans cet état d'immobilisation. Et donc l'intérêt évidemment dans ce cas-là de toutes les thérapies, donc il y a des thérapies qui sont vraiment spécifiques des traumatismes et notamment si on développe des symptômes de stress post-traumatique. Donc là, l'accompagnement thérapeutique est vraiment utile parce que là, on peut vraiment, je dirais, effacer les traces moléculaires sur notre ADN et ça a été déjà montré donc par des recherches. Donc, ces groupements méthyl qui étaient présents et qui avaient rendu ce gène silencieux, eh bien, grâce aux thérapies, ces groupements méthyl peuvent être retirés de l'ADN et donc à ce moment-là, le gène peut à nouveau s'exprimer comme auparavant. D'accord. Donc en fait, dans ce que j'entends, le conditionnement de vie, l'intégration des informations au fur et à mesure, qu'elles soient traumatiques, émotionnelles ou physiques, ont une réelle empreinte sur notre ADN, c'est ça?
Oui, donc ça ne va pas toucher la séquence, hein. Donc la séquence, elle ne va pas être modifiée, mais c'est plutôt ses capacités, la capacité d'expression des gènes. Et donc en fait, tout ce qu'on vit, et en particulier les situations où on ne va pas pouvoir agir, ça peut vraiment laisser des traces autour de notre ADN qui vont modifier nos capacités de nous adapter à notre environnement. Autrement dit, on peut voir l'épigénétique comme une interface qui nous permet de nous adapter en continu à notre environnement. On a un ADN qui est très stable, puisque c'est le support de l'hérédité, et puis on a un environnement qui est variable. Et donc, l'épigénétique, c'est quand même extraordinaire, parce que ça permet, en fonction des besoins de notre environnement, de nous adapter en continu aux besoins de l'environnement, vraiment moment après moment. Et donc, c'est vraiment extraordinaire de voir que oui, on peut s'adapter à notre environnement. Certaines adaptations vont faire en sorte que oui, pour la survie, eh bien, certains conditionnements vont se mettre en place et devenir un petit peu des modes de fonctionnement automatiques, réflexes, comme voilà, être confronté à un danger et ne pas avoir les ressources pour agir et s'immobiliser dans ce cas-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même réversible. Donc, on a un certain pouvoir sur nos gènes, parce que par certains choix et par certains de nos comportements, eh bien, on peut vraiment faire en sorte que ces marques sur notre ADN peuvent soit être retirées ou ajoutées vraiment en fonction des besoins de l'environnement. Et ça, pour moi, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça nous permet vraiment d'être pleinement acteurs, actrices par rapport à notre santé, de savoir que par nos choix, on a un certain pouvoir sur nos gènes. Et ça, je pense que c'est vraiment une information qui est très importante de partager, de faire connaître. Et si on prenait l'exemple, là, pour le coup, d'un enfant qui aurait été maltraité psychologiquement et ou physiquement, malheureusement, quels sont les impacts sur l'ADN que l'on peut constater en essayant d'être le plus général possible, et quelles sont les solutions qui peuvent être apportées pour permettre à cet enfant ayant grandi, devenant adulte, plutôt que de rester défragmenté dans ses souffrances, dans ses interfaces, de pouvoir reprendre un petit peu une vie cohérente en fonction de la personne qu'il ou elle a envie d'être. Alors, donc, c'était un petit peu cet exemple-là, ça a été un petit peu le point de départ qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Et j'avais eu l'occasion d'écouter, c'était une information sur une télévision suisse, je pense. Et donc, c'est une généticienne qui s'appelle Ariane Jacobino, qui travaille en Suisse, à Genève. Et dans cette petite vidéo, elle était interviewée, elle expliquait en fait que donc elle étudiait justement l'impact des traumatismes chez les enfants, et elle avait eu le cas d'une famille, et c'était un cas d'inceste. Donc en fait, il y avait donc une fille qui a été violée par son père et qui a eu un enfant né de ce viol. Et en fait, on a étudié l'expression du gène dont je parlais tout à l'heure, le récepteur au cortisol, chez la mère de la fille, chez la fille qui a été violée et chez la petite fille. Et il s'est avéré en fait que c'est la petite fille, donc celle qui n'avait pas vécu le traumatisme, hein, c'est sa maman qui a vécu le traumatisme, qui a été violée. Eh bien, c'est chez la petite fille que la cicatrice émotionnelle était la plus importante. Autrement dit, c'est chez elle que le gène, donc le récepteur au cortisol, s'exprimait le moins. Donc, on a pu vraiment montrer qu'il y avait beaucoup de ces groupements méthyl sur l'ADN qui faisaient en sorte que ça empêchait le gène d'être copié en ARN messager et donc traduit en protéines. Et donc la maman, certes, avait également ce gène, l'expression était diminuée, mais c'est surtout chez la petite fille que l'impact était le plus important. Et donc elle a mené à bien des recherches et donc, en fait, on s'est rendu compte que chez les enfants qui avaient vécu des traumatismes répétés dans l'enfance, eh bien, arrivé à l'âge adulte, ce gène s'exprimait
moins bien, et ça ne se passait pas dans toutes les cellules du corps. Ce qui était intéressant ici, c'est que c'était au niveau d'une structure cérébrale qui s'appelle l'hippocampe. Et cette structure cérébrale, elle fait partie de notre cerveau émotionnel. Donc, elle intervient dans la régulation des émotions, mais également dans la mémorisation. Et alors, ces études ont été faites au départ sur des souris parce que c'est plus facile d'étudier ces impacts sur un modèle animal. Mais ce qui était vraiment super intéressant, c'est que il y a une étude qui est sortie chez l'homme en 2009. Donc, c'est Patrick McGowan, l'auteur, qui a écrit cet article scientifique. Et donc, c'est une étude qui a été réalisée sur des cerveaux de personnes décédées par suicide. Et chez ces personnes décédées par suicide, il y en a certaines dont on avait pu montrer dans leur historique qu'elles avaient vécu des traumatismes dans l'enfance, des abus de toutes sortes. Et le groupe contrôle, c'était des personnes qui s'étaient suicidées, mais pour lesquelles on n'avait pas pu montrer de tels abus. Et il s'est avéré que chez les personnes qui avaient vécu des traumatismes dans l'enfance, au niveau de la même structure que celle qui avait été observée chez les souris, eh bien, donc l'hippocampe, le gène du récepteur au cortisol était pratiquement silencieux. Donc, ça a pu donc prédisposer ces personnes à des problématiques psychologiques, à des dépressions répétées qui ont pu les amener à mettre fin à leur jour. Donc, là, c'est vraiment un exemple, je dirais, de comment les traumatismes dans l'enfance peuvent se répercuter sur notre manière de faire face à l'adversité et faire en sorte que, effectivement, si ces traumatismes ne sont pas traités, eh bien, on peut être amené à être vraiment dans un état de mal-être. Et dans cette vidéo dont je parlais tout à l'heure du docteur Giacobino, donc sa conclusion à elle, c'était une vidéo qui durait 2 minutes, c'est si vous avez vécu des traumatismes, faites-vous accompagner, faites-vous, suivre par des thérapeutes, parce que ces traumatismes s'inscrivent certes au niveau de notre cerveau, mais aussi sur notre ADN. Et donc, c'était vraiment sa conclusion. Donc, moi, c'est aussi mon message, évidemment. Puisque ces marques, elles sont réversibles, ça ne touche pas la séquence de l'ADN, mais plutôt en surface. Et aujourd'hui, des études montrent l'effet bénéfique sur des psychothérapies, justement pour retirer ces marques sur notre ADN et restaurer l'expression de certains gènes voilà, qui étaient rendus silencieux suite à des événements traumatiques. Est-ce qu'il peut y avoir un impact immédiat sur le corps, c'est-à-dire une dissonance, une disharmonie qui peut apparaître dans le corps, que ce soit en douleur, en fragilité structurelle beaucoup plus importante, voire en déclaration de maladie à long terme? Est-ce que ça peut générer, est-ce que l'empreinte peut être suffisamment lourde pour, sur la durée, que ça soit, comme dans l'exemple que vous citez, un traumatisme ayant été vécu par un ascendant ou un traumatisme vécu dans le présent de la vie de la personne, est-ce qu'il peut y avoir une incidence visuelle, physique? Oui, de toute façon, ici, les émotions et l'impact du stress, c'est vraiment dans le corps que c'est vécu. Mais la plupart du temps, et plusieurs fois par jour, on gère très, très bien des situations de stress et notre organisme revient à un état de repos. En fait, on s'adapte continuellement à notre environnement et certains gènes s'allument et s'éteignent vraiment en fonction des besoins du moment. Notre organisme est merveilleusement bien fait, ça se passe vraiment en continu. Ce qui va alors poser des problèmes et qui peut faire en sorte qu'on va avoir des répercussions dans le temps, c'est vraiment quand on est face à des situations où on ne va pas pouvoir agir, où on va être impuissant à agir. Et c'est vraiment surtout ça qui va nous impacter. Tant qu'on peut agir, puisque la réponse au stress, notre corps est mobilisé pour agir, donc c'est la fuite ou le combat, dès qu'on peut agir, ça ne va pas laisser de traces.
Une fois qu'on est sorti de la situation difficile, notre organisme va récupérer, revenir à un état de repos, de sécurité, et on va de nouveau retrouver notre capacité d'interagir avec les autres et retrouver accès à je dirais, toutes nos ressources intérieures. Mais ça va vraiment dépendre de l'interaction avec notre environnement. Et évidemment, si certains stress sont répétés encore et encore et que ça s'installe en chronicité, c'est vraiment là que ça va laisser des traces plus tard, parce que c'est un peu comme si notre organisme n'avait pas alors l'occasion de se récupérer entre des épisodes de stress consécutifs. Et alors, ce qui est important aussi de souligner, c'est que la réponse au stress, elle se déclenche souvent avec la réaction inflammatoire. Parce que quand on est sous stress, eh bien, on peut se blesser, hein, puisque c'est fuir ou se battre. Et donc, on peut se blesser. Et donc, la réponse inflammatoire dans notre corps, qui a pour but de nous réparer si on se blesse, elle est également sollicitée en continu quand on vit des épisodes de stress répétés. Et la réaction inflammatoire, qui est faite à la fois pour nous réparer, elle est faite de 2 phases en fait. Donc il y a une phase d'activation qui fait en sorte que, ben voilà, admettons que je me suis blessée à la main, toutes les protéines et les acteurs de notre corps, donc les gènes vont s'exprimer pour permettre d'amener sur le lieu de la blessure tout ce qu'il faut pour aller réparer. Et on connaît tous ce que c'est la phase active de la réponse inflammatoire. C'est rouge, ça fait mal et c'est chaud, hein. Et puis, une fois que cette phase est terminée, on a la deuxième phase de l'inflammation qui est la cicatrisation, et donc qui amène vraiment à ce que l'organisme cicatrise complètement et que voilà, la douleur disparaît. Voilà, il n'y a plus du tout de signes visibles de l'inflammation. Et ce qui se passe, c'est que quand on arrive dans un état de stress chronique, eh bien l'inflammation, elle peut aussi s'installer en chronicité, tout simplement parce que la réponse inflammatoire reste calée sur la première partie, qui est la phase active. Et donc, avec le temps, si on n'est pas accompagné pour sortir de cet état de stress chronique, on peut développer des pathologies inflammatoires. Et ça, on le retrouve à peu près dans toutes les maladies de civilisation. Donc les maladies cardiovasculaires, les cancers, tout ça, ce sont des maladies associées à de l'inflammation. Toutes les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, les problématiques de peau, des douleurs chroniques aussi qui vont s'installer. Donc, c'est de voir un petit peu comment, avec le temps, on peut effectivement développer certaines maladies avec de l'inflammation, mais le point de départ, c'est une réponse au stress qui s'est installée en chronicité et pour laquelle il n'y a pas vraiment, donc l'organisme finit par s'épuiser, et donc on est alors beaucoup moins bien équipé pour faire face à des situations du quotidien, et on risque beaucoup plus facilement aussi de développer toutes sortes de maladies. Notre immunité va aussi être diminuée par ces épisodes répétés. Donc c'est un petit peu la porte ouverte, je dirais, à différentes problématiques de santé. Ça passe aussi par une prise de conscience et une responsabilisation de sa propre santé, puisque bon nombre de personnes aujourd'hui sur cette planète souffrent de symptômes d'inflammation ou de maladies installées, mais n'ont pas forcément ces questionnements-là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes qui sont dans ces symptômes, dans ces ressentis, et qui sont en fait juste sur le côté, j'ai mal, je me soigne et je reprends mon petit cheminement comme si de rien n'était, sans penser qu'il est important de changer quelque chose dans mon mode de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes? Et on peut déjà les informer que c'est intéressant d'aller voir un petit peu ce qui est à l'origine de ce stress chronique, et surtout faire en sorte qu'elles puissent vraiment se sentir impliquée dans le processus, hein. Donc si je suis consciente de certaines choses, je vais pouvoir agir dessus. Et donc il existe actuellement des pratiques qui permettent de réguler le stress et les émotions, et notamment donc, par rapport à certaines pensées qui peuvent être vraiment des pensées anxiogènes. On sait aujourd'hui que ce qui déclenche la réponse au stress dans notre corps,
Alors, je le rappelle, la réponse au stress est bien utile, hein, parce que ça a été conservé par l'évolution. C'est une réponse de notre corps qui est bien utile, puisque ça permet de percevoir un danger, une menace, et soit de contourner la menace ou bien de s'y confronter. Hein. C'est la fuite ou c'est le combat. Donc, c'est bien utile, cette réponse dans notre corps. Et on sait aujourd'hui que, contrairement à nos ancêtres qui étaient chasseurs-cueilleurs, ce qui déclenche cette réponse dans notre corps, chez eux, nos ancêtres, c'était une menace réelle dans l'environnement. Hein, par exemple, un prédateur qui les poursuit. Et chez nous, à l'heure actuelle, cette réponse est toujours la même, mais le contexte a évolué. Donc, ce qui peut déclencher aujourd'hui la réponse au stress dans notre corps, ce n'est que 10% des événements réels dans notre environnement. Et 90%, ce sont nos pensées. Ça peut être des pensées anxiogènes, ça peut être des ruminations mentales, ça peut être des croyances, des pensées de jugement. Et donc tout ça va faire en sorte que, exactement comme un danger réel dans notre environnement, on va déclencher cette réponse dans notre corps. Donc ça veut dire que c'est une pensée anxiogène qui est à l'origine du déclenchement de la réponse. Donc à ces personnes, on pourrait par exemple leur proposer une pratique de méditation, par exemple, hein, qui permet de réguler le stress, les émotions, d'être conscient des pensées anxiogènes quand elles arrivent, et plutôt que de s'y identifier, c'est vraiment en prendre conscience, mais les laisser passer un petit peu comme on laisse passer des nuages dans le ciel. Donc, il y a plein de pratiques aujourd'hui qui permettent de faire le lien entre le corps et notre mental. Alors, il n'y a pas que la méditation de pleine conscience, hein, il y en a plein d'autres qui permettent d'aider à réguler le stress dans notre corps. Et donc, c'est intéressant parce que ça permet de sortir d'un état de stress chronique et de permettre à notre corps de récupérer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait conseiller, par exemple, à une personne qui a toutes sortes de douleurs et qui se fait soigner avec des antidouleurs. Mais on sait, par exemple, aujourd'hui, il y a des études qui le montrent que la méditation de pleine conscience renforce notre immunité et diminue l'inflammation dans le corps. Donc on a pu montrer que certains gènes impliqués dans la réponse inflammatoire voient leur action diminuer dès qu'on pratique la méditation. Donc ça, c'est intéressant, d'avoir une pratique qui contrecarre l'effet du stress sur notre corps. On a des pratiques de méditation et également dans le côté très accessible tout public, il y a les cohérences cardiaques, beaucoup plus accessibles aussi. Donc là, on est vraiment sur des outils accessibles tout public, vraiment faisables dans toutes sortes de situations. On voit très bien que nos émotions sont générées par nos pensées et nos émotions elles-mêmes génèrent nos comportements. Et c'est tel un cercle vicieux, nos comportements engendrent nos pensées, et etc., etc., etc. Est-ce qu'à un moment donné, la prise de conscience est nécessaire pour couper la boucle? Cette boucle qui fait finalement la pensée toxique, qui va générer une émotion toxique, qui va générer un comportement toxique, qui va ainsi régénérer une pensée, une émotion, etc., jusqu'à amorcer une inflammation, un symptôme, voire une maladie. La prise de conscience, elle est essentielle. Pour moi, je pense qu'on ne peut se libérer que des choses dont on prend conscience. Et notamment accueillir nos ressentis quand on vit une émotion, parce que c'est pas du tout naturel d'accueillir une émotion et un ressenti désagréable dans notre corps. C'est facile évidemment d'accueillir la joie parce que le ressenti est agréable, mais si on vit une tristesse intense, ce sont des ressentis corporels qui sont quand même très désagréables. Et donc déjà, apprendre à accueillir nos émotions plutôt que de chercher à les fuir, à les nier ou à les combattre, c'est quelque part prendre conscience de notre état. Et dès qu'on prend conscience d'une émotion, dès qu'on lui laisse de la place et un espace d'accueil, finalement, une émotion, c'est quoi? C'est un message, c'est une information de notre corps qui nous renseigne sur notre état d'équilibre ou de déséquilibre intérieur. Et donc, les émotions, elles nous poussent à agir pour restaurer notre équilibre interne. Donc, si on a conscience qu'on a une émotion et qu'on est en train de vivre cela, on peut aussi accueillir le message de l'émotion. Toutes les émotions, elles ont une utilité, elles ont un message. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit? La tristesse, la tristesse, elle m'invite à me recentrer sur moi.
c'est souvent une émotion qui est associée à des changements, à des séparations. Donc si je prends un temps pour moi pour me recentrer, bah, ça va me permettre de faire le point et de voir qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour m'aider à surmonter ce passage, cette difficulté. Et après, bah, dès que j'ai pu me recentrer, je peux rentrer à nouveau en mouvement et je cesse d'être triste. Donc voilà, bien sûr, la prise de conscience et l'accueil des émotions, pour moi, ça me semble vraiment essentiel pour avancer. On parle de prise de conscience, d'accueil des émotions. Aujourd'hui, dans le langage, il y a même le mot gestion des émotions qui peut être assez antinomique en lui-même parce que gestion, ça peut être aussi une connotation assez dure, assez rigide. Je vous propose un exemple. On va essayer de voir si on peut le décortiquer pour peut-être apporter un peu d'informations à ceux qui nous regardent. On va imaginer un enfant, une enfant qui naît fondamentalement triste. Donc, c'est vraiment imbriqué dans ses gènes, à proprement parler. Donc, on peut comprendre que dans cette information de tristesse, c'est dû au côté déjà peut-être intra-utérin, voire plus loin en arrière. Qu'est-ce que peut faire cet enfant ayant grandi et passé à l'âge adulte pour pouvoir se libérer de cette tristesse qui, au final, ne lui appartient pas, qui aura développé finalement un comportement réactionnel de tristesse et qui, à un moment donné, a cette prise de conscience en disant « mais en fait, ça ne m'appartient pas ». Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à cette personne? Alors, donc, cet exemple de la tristesse chez le petit enfant, je dirais que c'est plutôt la manière dont l'enfant, ça se traduit par des pleurs hein, chez un enfant, donc c'est vraiment, c'est une émotion qui est vraiment essentielle pour attirer l'attention sur soi et faire en sorte qu'un adulte vienne s'occuper de moi. On sait par exemple que les pleurs existent déjà pendant la vie intra-utérine. Donc c'est perçu parfois par erreur comme le hoquet, comme si l'enfant avait un hoquet. Et donc on sait que la régulation de cette émotion en particulier, la tristesse qui se manifeste par des pleurs, c'est vraiment une émotion fondamentale chez l'être humain, puisque c'est une émotion dont le rôle, ça va être d'attirer l'attention sur moi quand j'ai un inconfort, quand je vis un inconfort et que donc l'adulte va venir me sécuriser. Donc ça peut venir d'un besoin qui n'est pas satisfait, j'ai faim ou bien j'ai besoin d'être changé ou j'ai froid. Mais ça peut être aussi lié à un besoin fondamental de se sentir pris dans les bras, sécurisé, même si tous les besoins sont satisfaits. Donc ça, je dirais, ça c'est vraiment quelque chose qui est valable pour tout être humain. Cette émotion-là, ça se traduit chez le petit enfant par des pleurs, des cris et finalement un appel à l'aide. Hein. Donc, qui peut plus tard chez l'adulte se manifester par un besoin de recevoir de l'attention des autres. Voilà, donc ça peut être finalement un appel par rapport à une situation de détresse qui peut se manifester chez l'adulte, par exemple, par des plaintes ou bien se positionner en victime d'une situation. Alors, si effectivement ça peut être amplifié cet état par une situation dans le transgénérationnel qui n'a pas pu être résolue, donc voilà, je vais prendre un exemple puisque la tristesse c'est une émotion qui est en lien avec les changements et les séparations. D'ailleurs, c'est une émotion qui nous aide à passer le cap de tous ces changements. Si par exemple il y a eu dans cette famille un enfant qui est né et sa maman est décédée en couche, eh bien cet enfant pourrait être porteur de cette blessure d'abandon qui fait en sorte que, bah oui, ma maman, celle qui prend soin de moi, j'en ai été privée à la naissance. Et donc, tout ça peut faire en sorte que peut-être la descendance va hériter
d'une mémoire émotionnelle, de fragilité par rapport aux séparations, même si les descendants ne vont pas être abandonnés. Ils peuvent hériter peut-être en quelque sorte d'une certaine forme de fragilité par rapport aux séparations et donc tendance à se sentir abandonnés, même s'ils n'ont pas été abandonnés. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes? C'est je dirais d'aller voir un petit peu s'il n'y a pas quelque chose en transgénérationnel. Donc moi je travaille en hypnose, mais il y a également les constellations familiales qui peuvent aider vraiment à retrouver si un ancêtre a vécu quelque chose de difficile. Et alors à ce moment-là, en apportant une guérison à cet ancêtre, on peut libérer cette mémoire émotionnelle dont les descendants ont hérité. Et puis de toute façon, un adulte, on peut dire que oui, effectivement, si cette blessure a eu lieu en bas âge, en faisant une thérapie, on peut récupérer cette partie qui est restée peut-être à un stade enfantin et qui fait que plus tard, on va avoir tendance, quand on vit une séparation, à se positionner en enfant, en victime et avec un besoin de recevoir de l'attention. En aidant l'adulte à guérir cette partie enfant encore en souffrance et récupérer cette partie guérie, ça peut faire en sorte que l'adulte va avoir des ressources différentes quand il vit une séparation et le vivre alors d'une façon beaucoup plus adulte plutôt que de le réagir en se positionnant un petit peu comme un enfant qui se sent abandonné. Donc voilà, c'est plein de choses qu'on peut mettre en place par rapport à des différentes expériences de vie et donc des choses qui sont plutôt imprimées aussi au niveau transgénérationnel. De toute façon, on est toujours dans le même état d'esprit par rapport à tout ça. L'objectif, c'est aussi de s'autoriser déjà à la base, prendre conscience qu'il y a quelque chose qui peut être en disharmonie avec soi, ne serait-ce que dans notre capacité réactionnelle ou non. C'est peut-être aussi ça à observer. Le fait d'avoir un parcours scientifique comme vous, c'est vrai que vous avez quand même derrière toute une dimension beaucoup plus analytique aujourd'hui. Est-ce que ça vous a permis une plus grande facilité d'approche dans les accompagnements thérapeutiques par rapport à vos patients? Est-ce que le fait de comprendre sur la base biologique, organique, plus facilement le mode de fonctionnement, ça vous a ouvert une porte que d'autres personnes qui n'auraient pas forcément les mêmes bagages, mais même avec les mêmes approches, voilà, n'auraient pas? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Moi, j'ai le sentiment que ça m'a certainement aidé à avoir une certaine crédibilité. Il y a des personnes, effectivement, que ça rassure de savoir qu'il y a une base scientifique et d'autres, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est finalement le fait d'aller mieux. Mais effectivement, il y a des personnes que ça rassure. Moi, ça m'a évidemment aidé à développer ma patientèle. Donc, le fait d'avoir des livres et le fait de savoir qu'on peut vraiment agir sur notre santé, que c'est validé aujourd'hui par la science et donc de savoir que les thérapies sont réellement efficaces. Et voilà, donc ça, je veux dire, le fait que j'ai cette formation scientifique, même si aujourd'hui, je continue à lire des articles scientifiques, mais ça ne fait du tout plus partie de mon emploi du temps, je dirais... il y a des personnes, effectivement, qui viennent me voir, ça la rassure de savoir que j'ai un bagage scientifique et que aussi, je ne fais pas n'importe quoi, je connais aussi mes limites. Je sais que oui, je peux apporter mon aide dans certaines situations parce que je suis tout à fait confortable avec la demande. Et puis, j'hésite pas non plus à renvoyer chez des collègues quand je vois que ça appartient à un domaine où moi, je suis moins à l'aise, où j'ai moins d'expertise. Donc, le fait d'avoir aussi une formation scientifique, je trouve que ça aide aussi à connaître ses compétences et là où nos compétences s'arrêtent. Et voilà, je pense que ça, c'est vraiment important de toujours garder ce bon sens et de ne pas hésiter non plus à renvoyer chez des collègues si on voit que ça dépasse notre domaine d'expertise. Aujourd'hui, il existe des solutions, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, pour rétablir ces déstructurations de l'ADN. C'est peut-être même pour la reprogrammer plutôt. Je ne sais pas quel est le mot le plus adapté, reprogrammation ou restructuration. Quelles sont
aujourd'hui les outils les plus fiables pour aider? On a parlé de thérapie, on a parlé de différents accompagnements. Il est vrai qu'aujourd'hui, en psycho-émotionnel, la palette des outils est de plus en plus ouverte et de plus en plus importante. Quels sont aujourd'hui les outils les plus pratiques et peut-être même les plus rapides pour aider chacun à se restructurer en fonction de là où il en est? Et à savoir, bien sûr, que la base, avant toute chose, c'est déjà la motivation de s'autonomiser par rapport à ce que l'on est. Ça, c'est déjà la première démarche. Parce qu'on pense aux outils de cognition, on pense à l'EFT, la kinésio, l'hypnose, d'autres thérapies dites aujourd'hui alternatives, mais qui sont des thérapies, vous l'avez dit, reconnues scientifiquement dans leur utilité. Donc, est-ce qu'il y a dans tous ces outils peut-être certains outils qui sont les plus pratiques en fonction de certains symptômes? Et donc, moi j'écris un deuxième livre qui s'appelle L'impact des comportements sur l'ADN. Et dans ce livre, en fait, on propose 5 comportements. Donc, ce livre qui a été coécrit avec Marie Botman. Et donc, 5 comportements qui permettent d'adoucir l'effet du stress au quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est que ces comportements vont agir en synergie, de sorte que finalement, les effets additifs de ces 5 comportements vont avoir plus d'effets que chacun séparément additionné. Donc, c'est vraiment de façon conjointe. Alors, il y en a certains qui vont peut-être, ça fait partie du bon sens, mais étonnés. Et en fait, ces comportements sont basés sur le fait que chaque jour, on dépense de l'énergie et on en gagne. Alors, on gagne de l'énergie chaque jour par l'alimentation, puisque c'est quand même notre source d'énergie principale, par la respiration. Donc, il faut savoir que la respiration, elle est essentielle puisque l'oxygène va être vraiment essentiel à toutes les réactions métaboliques dans notre corps. Donc, on a besoin d'oxygène pour que toutes ces réactions se mettent en place dans notre corps. On gagne aussi de l'énergie en dormant. Et on gagne de l'énergie quand on est dans des relations affectives de qualité. On gagne aussi de l'énergie quand on est dans des activités qui nous ressourcent, où on a vraiment l'impression que ça nous donne du sens, ce qu'on fait. Alors, chaque jour, on perd de l'énergie pour toutes les fonctions de base de notre organisme. On perd de l'énergie chaque jour pour nous réparer, puisque voilà, on se blesse, notre corps va être mobilisé pour se réparer. On utilise de l'énergie pour toutes les activités, qu'elles soient physiques ou intellectuelles. Et on dépense de l'énergie tous les jours aussi pour répondre à nos stresseurs. Alors, nos stresseurs, c'est ce qui va déclencher la réponse au stress. Il y a les stresseurs réels, ceux qui se passent réellement dans notre environnement et qui sont perçus comme une menace. Et puis, il y a nos stresseurs internes, dont on a déjà parlé. Ce sont nos fameuses pensées qui tournent dans notre tête. Et donc, comme dans un compte en banque, c'est important que les dépenses d'énergie et les gains s'équilibrent. Donc, plus finalement on va avoir des gains de qualité et plus on diminue les dépenses, et en particulier celles sur lesquelles on peut agir, ça veut dire nos stresseurs internes, et bien plus on va avoir des ressources pour faire face à toutes les situations du quotidien. Et autrement dit, s'il m'arrive un imprévu, je vais avoir suffisamment de ressources dans mon corps pour faire face à cette situation. Conférence que je donne souvent cette image d'une forêt. Alors, si on est plein de ressources, on peut être à l'image d'une belle forêt humide, pleine de biodiversité. Et si on a une étincelle dans cette forêt, eh bien, la forêt, elle aura toutes les ressources pour gérer cet imprévu. Et donc, l'étincelle ne devrait normalement pas donner lieu à bien des dégâts dans cette forêt. Par contre, si notre organisme est fatigué, épuisé, et est à l'image d'une forêt complètement appauvrie et desséchée, il est évident qu'un événement imprévu comme une étincelle pourra engendrer un feu de forêt qui pourra se propager. Et donc, ces 5 comportements, que sont-ils? C'est la régulation du stress et des émotions.
par une pratique. Ça peut être la méditation, la cohérence cardiaque, le yoga, enfin, je vais en citer quelques-uns, le tai chi, le qigong, ça peut être la sophrologie, ça peut être l'auto-hypnose, etc. Donc, tout ce qui va permettre de faire le lien entre notre corps et notre mental, prendre conscience de nos pensées anxiogènes et ne pas s'y identifier. Donc voilà, premier comportement, avoir une pratique qui nous permet de réguler notre stress et notre émotion. Deuxième comportement, c'est l'alimentation. Et donc, on sait aujourd'hui que certains aliments vont vraiment réguler le stress cellulaire qu'on appelle le stress oxydatif. Et donc, le choix de certains aliments vont directement agir au niveau cellulaire et ce sont notamment les antioxydants. Hein. Donc, ce sont tous les fruits et les légumes qui sont colorés. Ils sont riches en antioxydants. Il y a également d'autres aliments qui vont agir aussi pour équilibrer notre corps et notamment notre microbiote. Donc, qui est vraiment on peut le considérer comme un organe. Hein. Ce sont toutes les bactéries dans notre intestin qui aident à digérer, qui nous aident aussi à faire certaines réactions métaboliques. Donc, la qualité des bactéries de notre microbiote, eh bien, ça a des effets aussi sur notre santé. Troisième comportement, c'est une activité physique. Alors, l'activité physique, ce qui est intéressant, c'est que ça va dénouer certaines tensions au niveau de notre corps, parce qu'il faut savoir que quand on vit des épisodes de stress répétés, c'est un peu comme si on se forgeait une carapace. Et donc, alors, activité physique, ça peut être quelque chose de doux, hein. C'est pas nécessairement faire un sport intensif, faire du jardinage, aller promener, faire du vélo. Donc, avoir une activité physique, et on sait que ça a vraiment des répercussions très positives sur notre fonctionnement cérébral. Et notamment, pratiquer une activité physique, ça permet de sécréter un facteur de croissance neuronale qui s'appelle le BDNF. Alors, c'est en anglais, c'est pour Brain Derived Neurotrophic Factor. Donc, c'est un facteur de notre cerveau, un facteur de croissance neuronale qui facilite notre plasticité neuronale. Autrement dit, ça facilite les connexions entre nos neurones. Donc, faire du sport, pratiquer une activité physique, bah, c'est bon pour notre cerveau. Ça facilite toutes ces connexions cérébrales. Quatrième comportement, c'est être dans une activité qui nous rend heureux. Être heureux dans l'action. Ça va stimuler vraiment le circuit de la motivation dans notre corps. Et donc, c'est vraiment la source d'une motivation profonde, intrinsèque. Donc, si on est heureux dans ce qu'on fait, que ce soit dans notre métier, alors ça je le souhaite à tout le monde évidemment, ou dans une activité de ressourcement, ou bien dans du bénévolat, qui donne du sens à nos actions, ça nous fait gagner de l'énergie. Et donc là, on va avoir beaucoup de ressources et d'énergie pour agir. Et finalement, le cinquième comportement, ce sont les relations affectives de qualité. Et donc, quand on est dans des relations affectives de qualité, quand on se sent soutenu, ça va nous mettre d'abord dans un état de bien-être et de sécurité, et on va sécréter aussi dans notre corps des hormones du bien-être, et notamment l'ocytocine, qui est vraiment l'hormone du lien affectif et social. On l'appelle aussi l'hormone de l'amitié et de l'amour. Donc, c'est une hormone qu'on produit dès qu'on est touché, dès qu'on est pris dans les bras, mais aussi quand on est dans une relation de qualité. Donc un simple regard bienveillant va faire en sorte qu'on va sécréter cette hormone. Et donc en fait les effets, c'est un des plus puissants anxiolytiques, l'ocytocine, donc on va se relâcher, se détendre, se sentir bien. Et donc si on cumule ça comportement et qu'on les met en place dans notre vie, bah, ça va nous aider puisqu'au quotidien, un peu comme dans l'image de la forêt que je donnais tout à l'heure, ça va faire en sorte qu'on va avoir suffisamment de ressources dans notre corps pour se réguler, mais aussi faire face
à des imprévus et donc de pouvoir gérer évidemment des situations qui sont difficiles parce qu'on aura suffisamment de ressources en soi pour y faire face. Oui, en effet. Après, il y a juste la difficulté, peut-être pour certains, à arriver à faire la différence, peut-être oser poser ce fameux souvent non, pas forcément négatif ni involutif, mais un non d'affirmation dans certaines relations ou dans certaines situations qui sont à l'inverse énergivores et qui ne remplissent pas ou déséquilibrent ce comportement volontaire de vouloir aller mieux. Et c'est peut-être aussi souvent quand on laisse la porte émotionnelle ouverte à des relations que l'on n'arrive pas à arrêter ou à des situations professionnelles qui sont conflictuelles ou négatives pour soi. C'est important aussi de pouvoir que chacun puisse se situer par rapport à ça individuellement sans s'auto-juger. Parce que déjà, l'auto-jugement, ça apporte aussi une information neuronale plutôt toxique. Par rapport à ça, justement, par rapport à ces réflexes comportementaux, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à notre mode de fonctionnement? À ces réflexes qui vont nous mener ou que l'on n'arrive pas soit à arrêter quelque chose, soit à dire stop, soit à s'affirmer suffisamment, même si au fond de soi, on a le souhait de réguler quelque chose, mais que quelque part, il y ait une espèce de limitation comportementale. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors là, moi, je rejoins un petit peu donc le premier comportement, hein, donc apprendre à réguler son stress et ses émotions. Et donc, la colère, par exemple, c'est vraiment l'émotion qui nous aide à fixer des limites, à dire non. Et donc, cette émotion, elle peut avoir été complètement refoulée parce que on n'a pas eu le droit d'exprimer cette émotion. Et donc, si je reprends conscience que la colère, c'est une émotion qui est utile, qui me permet effectivement d'arriver à fixer des limites, de dire non, de ne pas me laisser envahir, puisque c'est vraiment une émotion, c'est vraiment une énergie qui est dirigée vers l'extérieur. Donc, ça permet d'expulser l'intrus hors de mon espace. Et qu'est-ce qu'elle me dit, la colère? C'est j'ai besoin de me sentir respectée par rapport à mes valeurs. Donc, je dirais l'apprentissage de l'accueil des émotions, de voir que toutes les émotions sont utiles et que certaines n'ont pas pu s'exprimer ou bien ont été remplacées par d'autres qui étaient acceptées dans le contexte familial. Donc il y a certaines personnes qui, parce qu'elles ne sont pas autorisées à exprimer une tristesse, ont exprimé de la colère et inversement. Parce que si on a interdit à un garçon de pleurer en lui disant non, un garçon ça ne pleure pas, peut-être que quand il est triste, il va exprimer de la colère. Donc déjà de prendre conscience et d'avoir un moyen d'apprendre à accueillir ses émotions, à comprendre aussi, mais qu'est-ce que cette émotion, elle est venue me dire, ça va aider évidemment si je vois que je n'arrive pas à être en colère parce que c'est une émotion qui a été complètement refoulée, je vois aussi que ça m'empêche quelque part d'arriver à fixer des limites, à dire non à certaines relations ou des personnes qui me sollicitent trop souvent et vis-à-vis desquelles je n'ose pas dire non. Ça peut être une problématique de dévalorisation aussi. Donc, faire un travail sur soi, je pense que c'est vraiment essentiel parce que peut-être que si j'ai l'impression que j'ai moins de valeur que les autres, je vais devoir en faire des tonnes pour avoir vraiment l'impression d'être quelqu'un, d'exister. Et donc, là aussi, une difficulté à fixer des limites, à dire non, peut venir d'une problématique de dévalorisation, où on m'a peut-être humiliée, dévalorisée quand j'étais jeune, et donc je vais devoir en faire beaucoup pour compenser. Donc ça, à la fois un travail d'introspection, je pense, est utile, mais aussi, puisqu'il s'agit, en tout cas dans le cas d'une difficulté à fixer des limites, ça peut vraiment venir d'une colère qui a peut-être été refoulée. Et donc, tout cet apprentissage par rapport aux émotions, l'accueil des émotions, me semble intéressant dans ce cas-là. Voilà, et c'est aussi ramener à cette épigénétique, cette importance d'observer les émotions que l'on peut avoir, mais également les comportements que l'on accepte de mettre en place, même si souvent ça paraît difficile de mettre en place dans la régularité
un mode de fonctionnement qui nous fait du bien. Ça dit aussi de laisser certains schémas identifiés en cours de route. Pas toujours facile à mettre en place, d'où l'importance, comme vous l'avez soulevé, d'être accompagné aussi par un praticien, par un thérapeute, par un médecin, par quelqu'un qui a les compétences de pouvoir accompagner chacun. En tout cas, je vous remercie infiniment, Nathalie Zamatteo. Je rappelle à tout le monde l'impact des émotions sur l'ADN et l'impact des comportements sur l'ADN, coécrit avec Marie Bottman, tous les deux aux éditions Quintessence. Vous recevez également en consultation ou en cabinet. De toute façon, je mettrai tous les liens en barre de description vers votre site, donc pour que chacun puisse également aller prendre avec son propre discernement et son propre intérêt les informations directement auprès de vous. En tout cas, je vous remercie infiniment de ce partage, de ces explications, toujours illimitées. C'est vrai qu'on a aussi un créneau temps adapté et à en tenir compte. Ça a été un réel plaisir. Ça a été un réel plaisir pour moi, hein, Daniel, de participer à cette interview parce que c'est vraiment un sujet super intéressant, voilà, important de partager et de diffuser largement. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'ADN, on en entend tous parler, plus ou moins. Par contre, au niveau connaissance et pleine conscience de son utilité, de sa fonction dans nos organismes, on a tendance à le garder assez loin sous le regard biologiste, scientifique et même un petit peu un terme très distancié. Avec l'appellation épigénétique depuis quelques années, on arrive à intégrer aussi l'importance de l'ADN, mais sans trop savoir comment ça fonctionne et pourquoi on s'y intéresse à ce point. Donc, merci encore une fois à vous d'avoir permis d'accessibiliser l'information, parce que ce n'est pas toujours un sujet très facile à aborder, même pour une thérapeute, mais aussi pour une ancienne scientifique. Et en tout cas, pour cela, merci infiniment, Nathalie. Avec grand plaisir. Je vous dis au revoir, je vous dis à tous au revoir, je vous dis au revoir, Nathalie, et peut-être à très vite. Au revoir. Au revoir.